Bonjour, mon guide du jour est né dans la Beauce, loin de la Loire, et c'est son parcours professionnel qui l'a mené en Touraine. Aujourd'hui, elle est présidente de Slow Food Tour, un concept du bon et du bien manger qui fait de plus en plus d'adeptes et qui colle parfaitement à cette vallée de la Loire. Bonjour Mélanie. Bonjour Sylvie. Quelle bonne idée ce rendez-vous au château. Et oui, au château de la Bourdaissière. Oui, on est à Montlouis-sur-Loire. Exactement. Je voulais en fait vous faire venir ici parce que la Bourdaissière et Slow Food, c'est une histoire qui dure depuis 2 ans maintenant, autour en fait de la biodiversité. C'est un des thèmes qui est cher à Slow Food. Donc Slow Food qui est une association qui est née il y a 25 ans en Italie et qui, si on peut l'expliquer un peu rapidement, est un peu un trait d'union entre le plaisir et l'éthique. Donc qui est né au départ comme voilà, un manifeste. Les débuts de Slow Food, c'est un manifeste pour le droit au plaisir. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, on a commencé à s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a derrière le plaisir, qu'est-ce qu'il y a derrière les contours de l'assiette, du verre. Et on est devenu un peu plus militant. Voilà. Alors vous parlez de biodiversité, d'éthique, de militant. Ce sont des mots qui font souvent un peu peur. Oui, effectivement, ça peut être le cas. Je pars pas en courant, mais presque. Ah non, non, reste avec moi. Et c'est vrai que ce sont parfois des termes qui font peur et qui peuvent aussi sembler un peu intégristes. Alors on est dans un bel endroit, on va parler de bonnes choses. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation du coup un peu difficile? Alors, bon, Slow Food reste malgré tout très ancré sur ces notions de plaisir, de convivialité. On est dans la découverte des produits, la découverte des hommes et des femmes qui font les produits, des territoires. On ne se veut pas du tout ni moralisateur, ni je dirais anxiogène dans nos discours. L'idée, c'est vraiment de donner aux consommateurs et à tout à chacun des clés de compréhension de ce qu'est l'alimentation. Et vous avez tout compris, vous passez par le plaisir. Exactement. Ouais, pas mal. C'est ce qui nous rassemble. C'est vraiment le slow food au sens de on prend le temps, on découvre des produits, on cuisine en famille. On mange des fraises quand c'est la saison, Exactement. On mange des oranges quand c'est la saison. C'est un peu ça la thématique du slow food? C'est tout ça cumulé. C'est le local tant que faire se peut, c'est le saisonnier, c'est donc la biodiversité, essayer de sauvegarder des variétés végétales et des races animales qui sont en train de disparaître. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et là, on est en plein cœur de ce que vous venez d'évoquer, parce qu'il y a un magnifique conservatoire. De la tomate, 400 variétés. Donc c'est voilà, vraiment un lieu assez emblématique de ce qu'on essaye de faire au sein de Slow Food autour de la biodiversité. Ça fait une vingtaine d'années que Slow Food existe. Pourquoi est-ce qu'on en parle en France finalement que depuis quoi? 4-5 ans? Je pense que la France, c'est un pays qui est déjà très entre guillemets occupé par toute une série d'associations, de mouvements au niveau institutionnel. Il y a énormément de choses qui se font autour de l'alimentation. Donc voilà, c'est un mouvement qui, au milieu de tout ça, a peut-être peiné pendant quelques années à émerger. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment chose faite. On commence de plus en plus à parler de slow food. Donc, Alors on va prendre notre temps, on va déambuler dans votre univers et on va faire de chouettes découvertes, à commencer par une appellation viticole. Il s'agit des coulées de Céran, que vous connaissez sans doute, qui est la plus petite AOC de France, qui est produite par un seul viticulteur. Il s'appelle Nicolas Joly et il est à Savenières. Ah, déjà, on voyage. Sur les 7 petits hectares de la coulée de Céran, tout se fait à la main. On est des gens costauds, nous. Aux côtés des saisonniers, toute la famille Joly participe. Il y a Nicolas, le père et maître des lieux, Vincent, le fils, et Virginie, la fille. Pas question de rechigner à la tâche. C'est pour la bonne cause. La qualité, c'est toujours une bonne cause. This one should have stayed. Ça, il ne faudrait pas couper, idéalement. Elle est un peu jaune, mais elle est encore verte de ce côté, il faudrait la laisser. Et par contre, là, voilà une parfaite maturité, ça. Vous voyez, le raisin devient marron clair, ce qu'on appelle la pourriture noble, avec le Botrytis cinerea dessus. Et ça, il faut tout prendre. Ce lieu a toujours été un lieu prestigieux. On a Louis XI qui aime la coulée de Céran, on a Louis XIV qui vient la visiter, etc. Le lieu a toujours bénéficié comme ça d'une grande audience.
Je pense que c'est lié à cette climatologie tout à fait particulière. Il faut un soleil réfléchi par l'eau et le brouillard de septembre, ça amollit les peaux, ça amène ce botrytis là qu'on cherche tellement. Un fleuve est un atout colossal pour la qualité d'un vin. Sur des cépages, je dirais, je connais moins les rouges, mais sur des cépages comme le chenin, je dirais un chenin sans Loire, c'est un chenin qui pleure. Mais derrière ces allures de poète pourrait bien se cacher une âme de sorcier. Quelques mois plus tôt, alors même que son raisin vient à peine de sortir, Nicolas Joly prépare une potion dont lui seul a le secret. Alors ça, c'est un mélange d'ail. Ça renifle beaucoup. Un mélange d'ail, de citronnelle de Java. C'est la base de cette science un peu obscure appelée biodynamie. Utiliser la substance des plantes pour entretenir les vignes, pulvériser sur les feuilles et les fruits, l'ail apportera vigueur et santé et la citronnelle chassera les indésirables. Des potions de cette sorte, Nicolas Joly en utilise des dizaines. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la maladie vient sur des états de faiblesse. Très souvent, la maladie est un indicateur de faiblesse. Donc, en accentuant les forces de vie d'une plante, eh ben, la maladie vient moins. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre un traitement que contre ceci ou contre cela. Alors, les préparations en biodynamie, c'est des préparations à base de plantes qui sont passées souvent dans un organe animal, pas toujours. Alors là, par exemple, vous avez la camomille qui est passée dans un intestin de vache et qui est enterrée 6 mois l'hiver. Alors ça paraît un petit peu fou ou sorcellerie. En fait, il faut comprendre que chaque préparation en biodynamie est un catalyseur, un peu comme vous mettez le levain dans le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut relier une plante à tout ce dont elles ont besoin. Donc effectivement, c'est un grand bouleversement sur le plan du marché des engrais, etc. Donc sur le plan économique, c'est pas toujours très bien vu. Posez votre seau dans le rang et café! C'était un lieu vraiment spécial, donc il méritait, je dirais, autre chose qu'une agriculture conventionnelle. C'est un nouveau savoir qui a fait un peu rire, qui fait encore rire, mais auquel de plus en plus de gens viennent parce que, je dirais, verre en main, le résultat est là. C'est un résultat qui est fait par la nature, c'est pas un résultat où on fabrique des bons goûts, mais fabriqué avec des levures aromatiques et souvent génétiques d'ailleurs. Pour moi, l'idée, c'est de revenir à la parfaite expression d'un lieu. Et ça, 7 hectares, c'est un peu petit, c'est un bijou. Je trouve que ça lui convenait très bien. Alors, mange du raisin, hein? Vous connaissiez le travail de Nicolas Joly? Oui, bien sûr. Tout le travail qui est fait autour de la bio, de la biodynamie, des vins naturels. Et d'ailleurs, je voulais vous présenter une vigneronne, Lise Jousset. On est ici à Lussau, à côté de Montlouis. Alors on connaît bien Lussau parce qu'on a déjà rencontré une vigneronne qui s'appelle Valérie Mordelet. Bonjour. Voilà. Je vais finir par penser qu'ici c'est un village de vigneronnes. On peut dire ça. C'est On est énormément de jeunes vignerons à travailler en couple. Alors qu'est-ce qui différencie votre travail, celui de Valérie, d'un autre type de travail autour du vin? Alors déjà on travaille en agriculture biologique. Ça pour nous c'est la base. Mais l'agriculture biologique en fait nous impose entre guillemets un cahier des charges à la vigne. Nous on s'impose aussi une rigueur à la cave, c'est-à-dire qu'on n'utilise aucune molécule, quelle qu'elle soit, pour transformer ce qu'on a récolté au moment des vendanges. Et ça parle de cette même démarche que défend Mélanie, le Slow Food. La raison pour laquelle aussi je voulais vous présenter Lise, c'est qu'on travaille ensemble autour d'un manifeste que Slow Food a rédigé en 2009, Manifeste des vignerons d'Europe, qui reprend justement toutes ces valeurs liées au respect de l'environnement, liées à la production de vins d'auteur, si je peux dire. Respect du vivant. Voilà, respect du vivant. Et le cahier des charges, rapidement, hein, Lise, c'est quoi? Par exemple, il est beaucoup question de la mission entre guillemets du consommateur dans le manifeste Slow Food.
aussi au bout de la chaîne, on n'a pas des personnes qui adhèrent un minimum à la manière dont on produit, et on n'existe pas, quoi. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans votre travail, à la vigne, au vin? Nous, ce qu'on cherche, c'est de faire des vins. Nous, ce qui nous concerne, c'est le vin. C'est de faire des vins qui expriment du mieux possible le millésime, d'une part, parce que chaque millésime est différent, et d'exprimer aussi un terroir. C'est important d'avoir une bonne connaissance de son terroir, je pense, pour se lancer en biodynamie. C'est pas parce que c'est la mode, quoi. Ouais, c'est pas j'arrive, je connais pas ma vigne et tout de suite je m'y mets. Faut la connaître. Moi, c'est pas possible comme ça. Alors, resituez-moi, il y a des vignes partout, la Loire, elle coule où? La Loire, elle coule là-bas. Si on tend l'oreille. Voilà. Donc là, on est sur des pentes exposées plein sud. Ouais. Donc le Cher est en face. Il y a des influences vraiment différentes, qu'on soit plus sur le Cher ou plus sur la Loire. Voilà. Vous faites de l'entre-deux-rivières. On peut dire ça. On va aller faire un tour sur les bords de Loire, qui a souvent inspiré les artistes dans l'histoire de l'art. On va aller faire un petit tour avec notre camarade Gérard Lebrun. Il est aussi artiste et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les humeurs changeantes de la Loire.